Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de semaine, un bon lundi soir. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, je pensais que j'allais regarder le match tranquille, que la Côte d'Ivoire quand même allait faire le job, et peut-être qu'on débrieferait demain dans un petit récap en combinant ça avec l'analyse du match de... C'est l'Algérie demain contre la Mauritanie et le Sénégal contre la Guinée. La Guinée équatoriale vient de démolir la Côte d'Ivoire 4-0. C'est un match légendaire déjà de l'histoire du foot africain. C'est un peu le Brésil 2014 de la Côte d'Ivoire. C'est totalement lunaire ce qui vient de se produire. Et il y a beaucoup de choses à en dire. Donc voilà, on se passe les images les unes après les autres, qui sont des images quasiment traumatisantes. Tout le monde sans réaction, la Guinée équatoriale qui célèbre, et fort justement. Beaucoup de choses à dire en préambule. La première, c'est totalement fou. En vrai, ça me fait ressentir des petites vibes. Je suis désolé pour les Ivoiriens, mais ça fait ressentir des petites vibes Coupe du Monde 2022 avec la phase de groupe totalement folle que j'ai vécue dans ce bureau. C'était génial. Donc, si c'est une prémisse des choses qui sont à venir, c'est pas trop mal. Mais on va essayer de procéder le plus rationnellement possible pour poser les mots les plus sensés sur ce qui vient de se produire. La première chose à dire, et cette image c'en est le symbole, bravo à la Guinée équatoriale. Bravo à la Guinée équatoriale. Sortir cette performance. On a une équipe qui termine donc première de son groupe avec 7 points, 9 buts marqués. 9 buts marqués dans ce groupe du Nigeria et de la Côte d'Ivoire avec le pays hôte. Cette Guinée équatoriale, elle a été bonne dans tous les matchs qu'elle a disputés. On a un gars comme Emilio Nsue qui est ici sur la prochaine image, qui a 5 buts, qui finit cette phase de groupe à 5 buts, qui a l'opportunité d'accroître son avance en tête des meilleurs buteurs de cette CAN. On a un gars là, Gannett, qui a tapé un coup franc absolument merveilleux. Cette Guinée équatoriale marque des golassos et vient d'infliger donc 4-0 à un des favoris de cette compétition avant le début du tournoi, un des prétendants, le pays hôte. C'est bon. Première chose à dire, félicitations à eux. Si je me souviens bien, la capitale de la Guinée équatoriale, c'est Malabo. On va imaginer que c'est la fête à Malabo en ce moment. Si c'est bien ça, la capitale de la Guinée équatoriale. Ok, deuxième chose, mes condoléances à la Côte d'Ivoire. C'est presque le mot qui s'impose. Il est peut-être un peu fort quand même, c'est que du foot, mais c'est un véritable match traumatisant. Comme on a dit, il y avait eu ce Brésil 2014. Il y aura peut-être, en fonction de comment ça tourne, Côte d'Ivoire 2024 dans le foot africain. C'est encore plus cruel, le scénario de ce match, il est encore plus cruel pour eux, et ça ajoute tellement à la dramaturgie le fait qu'il y ait eu pas un, mais 2 buts refusés pour hors-jeu, et c'est des buts pour revenir à un partout dans le match, c'est des buts fondamentaux qui auraient peut-être inversé la vapeur. Les deux sont accordés en plus dans un premier temps, et à chaque fois on a le drame de la VAR qui annule et qui fait vivre aux spectateurs la climatisation totale. Ça aussi c'était assez incroyable, et j'imagine que si vous êtes ivoirien, que vous étiez au stade tout à l'heure, ça devait être des moments pas faciles à vivre. Je vais dire aussi condoléances parce que la Côte d'Ivoire a eu en vrai une multitude d'occasions dans ce match. Ils tirent 2 fois plus que la Guinée équatoriale. Il y a eu tellement de grosses situations, celle-ci de Pépé, celle-ci de Kwame en seconde période, on va s'en passer plein. Et aussi, je veux dire un peu condoléances à la Côte d'Ivoire parce que cette CAN, elle est kiffante. Cette CAN que vous organisez, elle est bien. Pas tous les stades sont remplis, ok, ça c'est dommage. Mais franchement, les conditions sont bonnes, l'ambiance est plutôt pas mal, les matchs sont géniaux. Ça ferait un peu de peine que la Côte d'Ivoire quitte déjà son propre tournoi. Après, il y a aussi un petit peu de piment dans les pays hôtes qui se prennent une petite humiliation. On va pas se mentir, ça ajoute aussi un petit peu au scénario. Mais en vrai, je pense que je préfère quand même que le chemin se poursuive parce que, comme je dis, le tournoi est kiffant. Peut-être j'ai pas envie qu'ils quittent leur tournoi aussi vite. Ça, c'était la deuxième chose. Donc, après, félicitations à la Guinée équatoriale. Deuxième point, condoléances à la Côte d'Ivoire. Troisième chose, Gasset n'est pas à la hauteur du défi. Ça, je pense, c'est une première base de la réflexion qu'on peut poser. On le dit depuis le début déjà. Le premier match, malgré la victoire contre la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire ne nous avait pas du tout convaincus. Après la défaite contre le Nigeria, j'avais tweeté avec tout le talent qu'il y a dans cet effectif, c'est vraiment très léger ce que fait Gasset avec la Côte d'Ivoire. Il va falloir montrer beaucoup plus vite. Bon c'est l'inverse qui s'est produit, beaucoup plus. Ça a été une défaite 4-0 à la maison contre la Guinée équatoriale. Et j'avais pas aimé ce premier match. Depuis ce premier match contre la Guinée-Bissau, il y a
aucun but marqué pour la Côte d'Ivoire. Aucun but marqué. En 4 mi-temps, donc, contre Nigeria et contre Guinée équatoriale, c'est forcément un reflet de la faillite totale, le naufrage total du sélectionneur qui n'a pas su mieux coacher cette équipe et en vrai, plutôt un bon réservoir de talent. Même s'il y a eu des contretemps, la blessure de Sébastien Haller qui n'a pas pu jouer sur cette phase de groupe, par exemple. Ok, bon, il y a un vrai problème de coaching, ça c'est sûr. Et enfin, la quatrième chose, qui est quand même essentielle à dire en préambule, surtout parce que le préambule, là, il commence à faire plus de 5 minutes. La quatrième chose qu'il faut absolument dire, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Les 4 meilleurs troisièmes passent. La Côte d'Ivoire finit troisième, donc, de ce groupe A. Il y a encore des configurations où la Côte d'Ivoire accède aux huitièmes de finale. Et on va les étudier en fin de vidéo, on va se pencher, faire groupe par groupe et définir les scénarios où ça passerait pour la Côte d'Ivoire, où ça passerait pour les éléphants. Donc rendez-vous en fin de vidéo pour ça. Mais d'abord quand même, on va parler du match, on va parler de ce qui s'est passé sur le terrain. Pourquoi est-ce que ça a été un naufrage complet pour la Côte d'Ivoire ? À la base, pourtant, l'idée de changer de système me séduit un peu sur le papier parce que c'était vraiment très pauvre ce qu'on avait vu contre le Nigeria et aussi contre la Guinée-Bissau dans ce 4-3-3 qui marchait vraiment pas. Il n'y avait aucune production dans le dernier tiers. Donc je me dis ok, pourquoi pas, ça m'intéresse cette idée d'être un peu en 5-3-2. Ça pouvait être un peu fluide, mais en gros, on avait Willy Boli, Evan Ndika à gauche et Tsingo, c'est son vrai poste, Wilfried Tsingo, défenseur central droit dans une défense à 3, c'est celui qu'il occupe à Monaco. Et là, il y était effectivement dans un 3-5-2 où on avait le trident de l'entrejeu, il était encore là, Sangaré, Kessié et Seko Fofana, mais des pistons. Conan un petit peu plus haut que là où il était d'habitude sur les 2 premiers matchs. Et le piston droit, même si ça varie un peu, parfois c'était Kouamé, mais là je pense qu'il est ici aux côtés de Pépé, dans ce qui sont un petit peu les 2 attaquants axiaux de ce système ivoirien, avec parfois Pépé un peu en décrochage, parfois Kouamé en décrochage, mais sinon à droite c'était Oumar Diakité, qui en vrai a été un des meilleurs Ivoiriens, un de ceux qui a provoqué, ouvert le plus d'espace, et bon parfois ça a échangé avec Kouamé, ça c'était la partie la plus fluide je dirais, mais sinon c'était quasiment tout le temps à la relance, un système à 3 derrière. Donc ça, j'ai envie déjà de poser cette réflexion-là. On le voit ici encore une fois, même si on dirait 2, en vrai, c'est plutôt juste que Singo, il est un cran plus haut. Si vous voyez par exemple le Leverkusen de Xabi Alonso avec Kosunu, qui est ivoirien d'ailleurs, qui aurait pu jouer sur ce match, qui a quasiment pas joué de la Coupe d'Afrique, je dirais, pas joué même la moindre minute. Est-ce que c'est un souci de blessure ? Il aurait peut-être été très bien adapté pour ce poste, mais avec Kosunu, Tapsoba, il y en a souvent un qui est un petit peu plus haut en escalier, souvent Kosunu, et là on le voit, regardez le positionnement ici et le positionnement de Conan, c'est pas un système à 4, sinon il est où l'ailier opposé, et on aurait quoi, juste 3 joueurs collés sur le côté ? Non, c'est un système à 5, avec 2 joueurs offensifs axiaux, et le trident de l'entrejeu qui est ici. Donc là, on le voit bien sur cette image, ça amène à quasiment ce que la Côte d'Ivoire a fait de mieux dans ce match, c'est plus les ballons longs et ensuite essayer de jouer les seconds ballons autour de ce double pivot axial de la pointe. Ce Kouamé-Pépé ou Diakité-Pépé ou Diakité-Kouamé de temps en temps. Ici, Kouamé en l'occurrence dévie sur Pépé, prise de balle, accélération, il a un contre 1, il le gâche. Ok, cette action, elle pose une réflexion simple qu'on va dérouler, je crois, sur toutes les images qui vont suivre. La Côte d'Ivoire a cruellement manqué de lucidité dans le dernier geste. J'ai senti, en vrai, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres termes, j'ai senti une équipe paniquée, en faillite mentale. Je pense que l'enjeu de ce match, à la maison, vu ce qui est dit depuis le début, Sébastien Haller, il a quand même fait une interview avant le début de la CAN où il disait on ne peut pas se cacher, on est favori, et il avait totalement raison. Ils font partie des favoris, au moins du top 3, vu la génération qu'il a, c'est ce dont il parlait, on a une super génération, on est à la maison, on ne peut pas se cacher, on doit aller très loin. Donc quand tu commences à jouer ton 3e match et qu'il est décisif pour se qualifier, et on a senti des Ivoiriens un peu empruntés mentalement depuis le début, on peut imaginer à quel point ça tergiversait dans les têtes, mais c'est ce que j'ai vu dans toutes les situations ivoiriennes, qui s'est procuré des occasions, qui finit à 20 tirs, je crois, 3 cadrés seulement, ça a totalement craqué dans le dernier geste. Ici par exemple, Pépé, il doit tomber. Ça, il manque totalement de lucidité sur cette action. Il se fait éclater par le 15 de la Guinée équatoriale. C'est Akapo. Il se fait manger. Il a la jambe limite tordue. Regardez ce tacle. Il reste debout. Il fait tous les efforts possibles pour rester debout. L'autre a soulevé la terre. C'est une intervention. Il prie le bon Dieu. Il se demande comment ça n'a pas fait penalty et carton rouge, en vrai.
Et Pépé met tout son équilibre possible pour ne pas tomber. Je crois, pour pouvoir jouer le 1 contre 1, on peut imaginer que c'est quelque chose d'un petit peu individualiste, égoïste. Il se dit peut-être c'est pas moi qui vais tirer le penalty, donc je reste sur mes pattes et j'ai des chances de devenir le héros du match, marquer un but. Mais peut-être aussi c'est juste manque de lucidité. Moi je pense que je vais l'attribuer moins à de l'égoïsme. Parce qu'à la fin, si tu lui montres cette situation, tu fais, t'es sûr que tu préfères pas un penalty et carton rouge? Vu la tension qu'il ressentait, je crois, même un gars qui est un petit peu égoïste attaquant, je pense qu'ils peuvent prendre la bonne décision. Mais je l'attribue plus à une perte de lucidité totale de l'enjeu, la tension est tellement immense, le stress est tellement fort que le gars réussit même pas à calculer ce qui est rationnel de faire. Et ça, c'est pas simulé. Et j'ai mis cette image sur Twitter, j'ai dit, il doit tomber dans tous les jours, toutes les heures de la vie, il doit tomber. Et certains m'ont dit, ouais, mais c'est le beau jeu, c'est moche de simuler, etc. Ça, c'est pas une simulation, il se fait éclater. Et c'est un miracle qui reste sur ses pattes. En vrai, c'est parce que Pépé, il est doté d'un très très bon sens de l'équilibre, et ça on sait depuis un moment, au moins il a ça, et ça il l'a pas trop perdu, mais c'est un miracle qui reste sur ses pattes. Normalement, même un joueur qui simule pas a de très très grandes chances de tomber sur cette action. Donc bon, c'est pour moi perte de lucidité, et on l'a vu quasiment sur toutes les actions où la Côte d'Ivoire est entrée dans le dernier tiers. Ici, par exemple, il y a un centre qui est repoussé par le gardien Owono, qui n'était pas extrêmement lucide sur ses prises de balles aériennes. Il était un petit peu en danger sur les centres. C'est pour ça, je pense que la Côte d'Ivoire aurait pu encore plus centrer. Ça revient dans les pieds de Diakité. Il envoie cette chandelle totale, aucune réflexion sur ce qu'il faut faire. Et il y a vraiment beaucoup mieux à faire. Ça, c'est typiquement une situation qui est mal jouée. Dans la foulée, je crois que c'est limite le 6 mètres qui suit, ou pas longtemps après, 3 minutes après. Récupération haute, pression ici, réussie. Je pense que c'est par Kwame. Non, c'est par Diakité. Récupération haute par Diakité. Il y a un 4 contre 3 ici. La défense est en déséquilibre total. Tout de suite, il vient à peine de la récupérer. Il la met tout de suite sur Pépé, avant même que Pépé ait pu partir un petit peu plus, avant même qu'il ait pu fixer un petit peu plus son défenseur central pour que Pépé parte plus proche de la ligne. Il lui met tout de suite le ballon et il lui met mal. Il lui met beaucoup trop excentré. Là, ça arrive ici et tu as mal joué cette situation où tu viens de récupérer un ballon extrêmement dangereux. Là, tu es en 4 contre 3. Il faut fixer pour vraiment créer un décalage et il la donne tout de suite en panique, ce qui fait qu'ici, il n'y a pas de décalage qui a été créé. Un gars revient, 4 contre 4, le centre il est contré, corner. Il y avait une énorme situation à bien jouer ici. Donc voilà, succession de moments où la Côte d'Ivoire panique en vrai dans le dernier tiers. Peut-être plus que tactique, la faillite pour moi elle a vraiment été mentale dans ce match. Et si j'en veux à Gasset tactiquement sur les 2 premiers matchs, d'avoir très mal préparé sa formation pour jouer un football productif et avoir vraiment du volume, là, je lui en veux plus sur le plan mental, où j'ai senti des Ivoiriens, comme je dis, en très très grande tension sur cette partie, et pas à la hauteur mentalement de ce match. C'est difficile, hein, et puis physiquement, les températures, là, c'était 30 degrés avec, je crois, 74% d'humidité, ce que je m'étais noté. C'est toujours des matchs difficiles sur cette CAN, c'est un facteur qu'il faut souligner, comme on le fait depuis le début de la compétition. Mais mentalement, c'était pas à la hauteur. Du coup, 41e minute, là par contre, je suis déçu plutôt tactiquement ou collectivement d'à quel point c'est facile pour Akapo de pénétrer à l'intérieur du système ivoirien. Je crois que la responsabilité pour le coup, elle est partagée entre Seko Fofana et Evan Ndika qui forment cet intervalle, un intervalle qui se fait totalement transpercer par Akapo, parce qu'ici, Ndika sort sur le 7 Pépine, il se fait aspirer, et Seko Fofana, hop, c'est écarté. Regardez, il est ici, il laisse passer. Le 15, du coup, Akapo est en 1 contre 1 contre Caissier. Il le mange. Centre en retrait. But d'Ensoué. Sous les jambes de Singo. C'est pas normal du tout que ce gars-là puisse accélérer et se retrouver à faire un centre en retrait ici, sans opposition. C'est mauvaise compréhension entre Ndika et Seko Fofana. C'est un petit peu le reflet défensif de ce que j'ai vu sur le secteur offensif depuis le début de cette compétition de la Côte d'Ivoire. C'est des gars qui ne se comprennent pas du tout. Il n'y a aucune alchimie, aucune osmose. Ça, c'en est un exemple flagrant. Comment est-ce que tu peux laisser ce gars passer entre 4, mais surtout cet intervalle, Seko Fofana et Evan Ndika? Comment est-ce que c'est possible que le gars passe et pénètre dans la surface de réparation?
1-0 donc pour la Guinée équatoriale. Sur sa première action, Gasset se prend la tête entre les mains. J'ai pas aussi compris la réaction qui fait très supporter, en mode comme si le mec a aucune emprise, aucun contrôle sur ce qui est en train de se produire. Il a l'air vraiment, vraiment désemparé. Bon, Didier Drogba dans les tribunes, lui, il est vraiment plus en qualité de supporter, donc je peux comprendre. Ensoué qui célèbre, Sangaré désemparé. Mais ouais, la réaction de Gasset, pour moi, elle est aussi un petit peu symptomatique d'un entraîneur qui a aucune prise sur son collectif. Après, techniquement, oui, il n'est pas un défenseur de la ligne de 5, et peut-être qu'il manifeste son incompréhension de ce qui vient de se passer. C'est quelque part sa forte déception, ouais, je le comprends, mais visuellement, c'est pas top. Pourtant, la Côte d'Ivoire égalise juste avant la mi-temps, et en plus sur un truc que j'ai l'impression que Gasset avait plutôt bien senti, où il dit d'aller jouer long. Evan Ndika joue effectivement long. Second ballon qui est gagné, comme on disait, c'est plutôt quelque chose, un circuit qui fonctionnait pas trop mal pour la Côte d'Ivoire. Pépé récupère, il centre, ça revient sur Sangaré, qui égalise à bout portant, un partout, le stade se lève. Ouf, on sent que ça leur fait du bien, ça leur fait tellement du bien sur la célébration, on les sent libérés, et franchement, si c'est validé, pour moi, ils vont gagner ce match 2-1, 3-1, 4-1. Mais, l'arbitre revient, c'est annulé. La réaction de Gasset, encore une fois, qui masque assez peu ses émotions. Et donc, la Guinée équatoriale rentre au vestiaire à 1-0. Comme on en a parlé, donc, ce but annulé. Succession d'occasions franches pour la Côte d'Ivoire. Et toujours ce problème dans le dernier geste, à la finition, où c'est les mauvaises surfaces de pied, c'est les pieds qui tremblent. Ce ballon-là, dévié encore une fois sur centre, la Guinée équatoriale est très vulnérable. Et ce sera quelque chose à exploiter pour l'équipe qui l'attira en 8ème. Très bonne équipe, mais sur les centres, dans le domaine aérien, c'est très compliqué. Sangaré seul au second poteau, boum, envoie un missile juste au-dessus de la barre transversale. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, c'est un très très gros raté, la réaction des Ivoiriens. Encore une fois, ici, sur cette occasion, si vous vous en souvenez, à la 52e, après avoir donné, il y a un très bon appel intérieur, un dédoublement intérieur. Il faut donner, il faut mettre absolument là de Diakité. C'est ça qu'il faut aller jouer. Et il décide d'y aller seul. Donc, encore une fois, je pense manque de lucidité dans la qualité des choix dans le dernier tiers. Bon, finalement, il bat son vis-à-vis, il réussit à centrer en retrait. Encore une fois, Owono, sur sa sortie, c'est très limite. Ça revient dans les pieds d'un Ivoirien, mais encore une fois, c'est pas du tout le bon choix. Un petit peu comme Diakité tout à l'heure, qui envoie une chandelle. Là, à la réception, c'est catastrophique, et il y avait beaucoup, beaucoup mieux à faire. On a senti vraiment des Ivoiriens désemparés et en grand manque de confiance dans le dernier tiers, dans le dernier geste. Ici, Kwame, c'est l'occasion dont on parlait tout à l'heure, en 1 contre 1 face à Owono, il lui met en plein dessus. Il y a toute la cage à viser, à gauche, à droite, en l'air. Il lui met en plein dans les jambes. Donc de gros gâchis à la finition. 67e minute, Crasso qui est entré en cours de jeu quelques minutes plus tôt, et j'ai trouvé que les entrants étaient assez percutants pour le coup, égalise, mais malheureusement encore une fois c'est refusé pour hors-jeu. C'est tellement dramatique au sens propre ce qui se passe dans ce match. Tu crois que la Côte d'Ivoire revient à chaque fois c'est annulé, ça devait être une folie d'être au stade. Et après, derrière, il y a des mobilisations, ça se joue en 3 minutes, le match tourne en 3 minutes, il y a ce but refusé, il y a cette perte de Kessié qui a été catastrophique. Horrible Kessié sur ce match. Perte sur ce contrôle, il se fait manger par Ivan Salvador. J'aurais pas pensé que Kessié se fasse à ce point-là déposséder du ballon, mais vraiment, il se fait grailler par Salvador, qui enchaîne, main de Willy Bolly, coup franc. Ok. Gannett, il envoie un coup franc. Il est monumental, ce coup franc. Il est tellement bien tapé. Et d'ailleurs, il y avait un gars qui avait tapé un coup franc, Coco aussi, il me semble, en première période, à genre 35 mètres, qui était cadré aussi. Enfin, Fofana l'avait dévié un petit peu du genou. Fofana qui est un de mes flops. Pas forcément sur ce coup franc, parce que le coup franc est magnifique, mais sur les buts qui vont suivre. Crasso la réaction, mais c'était super bien tapé. Et bon, dans la foulée, la Côte d'Ivoire n'y est plus du tout. Ça, c'est sur l'engagement. L'engagement du 2-0, 3-0. Accélération. Pépine transmet à Ensoué, qui finit face à Fofana. Fofana, pas du tout exemple de tout reproche. La réaction sur le banc. Willy Bolly désemparé. Ouais, c'est catastrophique. Catastrophique qui vient de se passer. Démobilisation totale après le 2-0 des Ivoiriens. Et en vrai, c'est des buts qui pourraient compter. C'est ça le pire. C'est ça le pire. La défaite n'est pas forcément rédhibitoire. Le goal average pourrait compter à la fin. Si on s'aperçoit qu'à la fin, c'est ces buts-là qui comptent, c'est encore plus scandaleux. C'est encore plus honteux. On verra dans quelques jours. Mais ouais, ce ballon qui passe entre les mains de Fofana, 1 contre 1, c'est pas facile à gérer. Mais
Alors qu'il est bon au SCO. Il est bon au SCO en plus en ce moment. Franchement, il a un boulevard devant lui en sélection ivoirienne. Il n'y a pas vraiment grand monde en deuxième, troisième gardien. Il est jeune, mais là, c'est un vrai gros match à oublier pour lui. Et aussi sur le quatrième, où il repousse dans les pieds de l'entrant. Il me semble que c'est l'entrant, le 8, qui va finir. Ouais, les Ivoiriens au fond du trou. Il y a Fofana là, très très mauvaise intervention. Et ça fait donc 4-0 pour la Guinée équatoriale. Mais voilà, 22 tirs pour la Côte d'Ivoire, 3 seulement cadrés. La faillite dans le dernier geste, qui est pour moi avant tout une faillite mentale, alors que la Guinée équatoriale a parfaitement joué son rôle d'épouvantail. 10 tirs, 7 cadrés, chirurgicaux. Je pense qu'ils marquent sur leur première tentative, ou pas loin. Ouais, Ils font mal comme ils ont fait mal à l'Algérie à la dernière CAN. Ils sont impitoyables. Donc ça, c'est ce qu'on a dit sur le match. Maintenant, il reste des scénarios à envisager. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait toutefois se qualifier? Je me les suis notés là, donc je vais les sortir à côté, hop, et on va regarder les groupes. La Côte d'Ivoire donc a 3 points et un goal average de -3. Ça peut être un vrai problème. Pour se qualifier, il faut finir parmi les 4 meilleurs troisièmes. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 2 pires troisièmes que la Côte d'Ivoire. Avec -3 de goal average, c'est très invraisemblable qu'une équipe finisse avec 3 points et un pire goal average que ça. Donc en gros, il faut qu'il y ait un troisième à 2 points. Il faut qu'il y ait 2 troisièmes à 2 points pour que la Côte d'Ivoire se qualifie. Et il y a 5 groupes. Il y a ce groupe B. On va être très vite fixé. Là, il est 20h48 au moment où je m'enregistre. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, parce que les matchs se jouent à 21h là, c'est Cap-Vert, Égypte et Ghana-Mozambique. Peut-être qu'on aura déjà une équipe qui a fini pire troisième que la Côte d'Ivoire. C'est pas impossible. Si l'Égypte perd contre le Cap-Vert, ils auront 3 points. Ok? Ils auront 2 points, pardon. Donc ils seront inférieurs à la Côte d'Ivoire. Si l'Égypte fait match nul contre le Cap-Vert, ils ont 3 points et un meilleur goal average. Ils sont devant la Côte d'Ivoire quoi qu'il arrive. Ghana-Mozambique, ça c'est un match très intéressant à surveiller pour la Côte d'Ivoire. S'il y a match nul entre les deux, forcément, on a 2 équipes qui sont à 2 points. Donc, ce troisième ne se qualifie pas. Dans le groupe B, donc, on récapitule. Si l'Égypte perd ce soir, ou s'il y a un match nul entre Ghana et Mozambique, c'est déjà un des 4 scénarios qui permettrait à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Défaite de l'Égypte ou Ghana-Mozambique, match nul. Il faut un des deux dans ce groupe B. Je pense qu'il faut un de ces deux pour que vraisemblablement la Côte d'Ivoire ait une chance. Groupe C. Les matchs, c'est Sénégal-Guinée et Cameroun-Gambie. Si le Cameroun ne bat pas la Gambie, mais attention à la différence de but. Attention à la différence de but pour la Gambie. Mais la Gambie a marqué aucun but pour l'instant, alors que la Côte d'Ivoire en a 2. En tout cas, Sénégal et Guinée, c'est bon, ils sont qualifiés. 6 et 4, ils sont au-dessus de la Côte d'Ivoire quoi qu'il arrive. Cameroun, une victoire du Cameroun les met à 4 points. Donc là, c'est mort pour la Côte d'Ivoire. Un nul du Cameroun les met à 2 points. Et ça donnerait 1 point à la Gambie. Ça, c'est le scénario parfait pour la Côte d'Ivoire. Un nul entre Cameroun et Gambie, absolument. Donc ça, c'est demain à 18h. Nul entre Cameroun et Gambie, c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Si le Cameroun l'emporte, il passe à 4 points, c'est mort. Si la Gambie l'emporte, le Cameroun reste à 1 point, mais la Gambie passe à 3 points. Et là, il faut regarder le goal average. En gros, il faut qu'il l'emporte 1-0. S'il l'emporte 1-0, le goal average de la Gambie passerait à -3, mais avec un seul but marqué. Donc, ce serait pas suffisant pour passer devant la Côte d'Ivoire. Mais ouais, c'est compliqué. En gros, le meilleur truc, c'est nul entre Cameroun et Gambie. Dans le groupe D, Angola, Burkina Faso, Algérie, Mauritanie. Là, pour moi, c'est mort parce qu'il reste en gros Algérie-Mauritanie. Algérie, s'ils gagnent, ils sont à 5 points. C'est mort. Il n'y a plus aucune équipe qui peut être à 3 points. À 2 points, pardon. S'ils font match nul, ils sont à 3 points avec un bien meilleur goal average. S'ils perdent contre la Mauritanie, ils restent à 2 points. Mais la Mauritanie passe à 3 et aurait un meilleur goal average. Donc c'est mort dans ce groupe, il n'y a aucune possibilité pour la Côte d'Ivoire qu'il y ait un pire troisième dans le groupe D. Ça, on l'oublie. Mali, Afrique du Sud, Namibie, Tunisie, 4-3, 3-1. Alors là, il faut que la Namibie ne perde pas contre le Mali. Il faut que la Namibie perde contre le Mali. Comme ça, il reste à 3 points.
Et s'ils perdent, ils auront forcément pris un but de plus. Donc leur goal average passera à -4 au minimum. Et dans le même temps, il faut que la Tunisie ne batte pas l'Afrique du Sud. Attention, l'Afrique du Sud, c'est costaud. Ils ont battu la Namibie hier 4-0. Je les avais bien aimés aussi contre le Mali. La Tunisie, c'est bof-bof. Donc c'est pas impossible. Mais il faut donc que la Namibie perde contre le Mali. Et il faut que la Tunisie ne batte pas l'Afrique du Sud. Comme ça, s'ils font nul, par exemple, ils restent à 2 points. Ok, ça c'est un autre scénario. Et enfin, dans le groupe F, là, il y a de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a en gros sur le dernier match Maroc, Zambie et République démocratique du Congo, Tanzanie. Si le Maroc l'emporte contre la Zambie, il passe à 7. La Zambie reste à 2. Et après, dans l'autre match, peu importe. Par exemple, ce qui est match nul ou quoi, bref. Ça concerne Maroc-Zambie. Si le Maroc l'emporte, la Zambie restera à 2 points. Et donc ça fait un autre scénario où on aurait un pire troisième que la Côte d'Ivoire. Donc en vrai, par exemple, un truc comme Maroc qui bat la Zambie et Cameroun qui ne bat pas la Gambie, même nul entre Cameroun et Gambie, et hop, c'est bon, la Côte d'Ivoire passe. Et les autres trucs qu'on a dit, par exemple ce soir, nul entre Ghana et Mozambique, hop. En vrai, il y a pas mal de scénarios. Moi, je pense que c'est pas du tout improbable que cette Côte d'Ivoire se qualifie quand même pour les huitièmes de finale. Pour moi, c'est un peu du 50-50 vu les scénarios qu'on a soulevés. Mais presque, je vais dire, c'est encore pire. Non, c'est pas pire. Il vaut mieux qu'ils continuent l'aventure. Tu sais jamais, sur un match, tout peut se jouer. Peut-être que ça peut les rebooster. Mais vu ce qu'ils ont montré là, vu le coup mental, et puis juste comme ça joue, c'est très, 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 très loin du niveau qu'on leur prêtait. Mais ouais, c'est ça qui pourrait être encore plus dingue. T'imagines, il y a ce match de malade mental et derrière, la Côte d'Ivoire se qualifie quand même, remporte son huitième, remporte son quart, il se retrouve dans le dernier carré. Ça se trouve, on peut avoir un scénario encore plus fou que ce qui est déjà là en train de se produire. C'est dire la folie de ce match. Et je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette partie. Force aux supporters ivoiriens. En vrai, j'espère que vous qualifierez quand même à la fin. Et on se retrouve demain pour continuer à parler de cette CAN et plein d'autres choses encore. Il y a une vidéo qui est sortie tout à l'heure aussi, récap du week-end. Donc là, je crois que si je compte bien, c'est la 6e vidéo en 4 jours. On carbure, mais ça fait kiffer. Et votre soutien me touche toujours autant. Merci pour vos commentaires. Rendez-vous très vite les potes. On se dit à bientôt. Passez une excellente semaine. Et ouais, à très vite. Bisous.